Moi, je fais toujours mes conférences debout parce que j'aime pas être un homme tronc. Merci beaucoup, Sylvain, et merci de cette invitation à laquelle je n'ai pas hésité à répondre favorablement. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans. L'autre jour, elle me dit « Tu sais ce que c'est que la vieillesse, papa ?» C'est quand tu écoutes Radio Nostalgie et que tu dis « Ah, ça, c'était de la musique !» Alors, effectivement, oui, il y a 40 ans, ici, j'ai fait une licence de philo au Pont-de-Bois, enfin, c'était le bâtiment P, je crois, ou A, je ne sais plus. Oui, il rappelait donc qu'il y a également une petite quarantaine d'années, j'étais éducateur donc en foyer de liberté, en milieu ouvert dans le Nord. Je travaillais beaucoup dans ce qu'on appelait à l'époque les cités de transit. On commençait à parler du quart-monde, vous voyez, des choses comme ça. Et puis donc tout le parcours avec le mouvement Freinet, en particulier avec la commission enseignement spécialisé du mouvement Freinet. Donc je ne pouvais pas ne pas répondre oui à cette invitation, mais vous comprenez que du coup c'est effectivement Radio Nostalgie qui vous parle. Alors, la conférence que je vais prononcer donc pour une république pragmatique à l'école, climat scolaire et valeurs est un petit peu une synthèse d'un certain nombre de travaux que j'ai pu mener effectivement sur ces questions de violence à l'école, de climat scolaire et autres, et surtout une réflexion à partir de ce qui est actuellement, donc, je dirais, je ne sais pas être trop vache, j'allais dire la cime, enfin bon, le thème de la transmission des valeurs de la République. C'est un thème qui m'énerve. Je le dis tout de suite, tel qu'il est posé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses extrêmement intéressantes qui se font. Mais il peut y avoir des lectures diverses. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, sur le programme de MC, on peut très bien le lire comme un programme créé au tableau noir et sentence à apprendre par cœur, ou le lire réellement et se rendre compte qu'on peut faire des choses extrêmement intéressantes à partir de choses comme, par exemple, on en parlait des dilemmes moraux, etc. Donc c'est aussi derrière tout ça que ça se passe. Une république pragmatique, alors pragmatique à plusieurs sens, je l'expliciterai un petit peu, mais pragmatique au sens vraiment, un peu à la fois concret, mais aussi pragmatique au sens philosophique, c'est-à-dire un petit peu comment on met en œuvre un certain message de lumière, quelque part. Qu'est-ce que peut être une pratique ou une politique donc basée sur la preuve scientifique. Alors, je suis professeur en sciences d'éducation, c'est un énorme avantage. Tout le monde sait que les sciences d'éducation, c'est du laxisme. C'est à cause de sciences de l'éducation qu'il y a une chute des valeurs, qu'il y a d'ailleurs le terrorisme aussi, n'hésitons pas. Je me rappelle avoir lu quelque part chez un antipédagogue célèbre que de toute manière, c'était les sciences d'éducation qui à l'époque n'existaient pas, elles ont été fondées en 69, je le rappelle, qu'il y avait eu la Shoah, je l'ai publié dans un de mes bouquins. Bon, ça aussi, ça m'énerve un peu. Bon, mais en même temps, ça m'amuse, parce que du coup, on peut dire n'importe quelle connerie, tout le monde dit, tout bien, c'est sciences d'éducation. Alors, pour être un peu plus sérieux, alors j'ai un PowerPoint, je le prendrai dans l'ordre, pas dans l'ordre, on verra bien, c'est pas une grille, suivant la manière dont je sens que vous endormez après cet excellent repas, donc au Resto U. Ça aussi, là par contre j'avais moins de nostalgie, mais là c'était très très bon aujourd'hui. Oui, à l'époque, j'avais pas de sous, donc évidemment, je passais par derrière pour le rap, donc pendant effectivement 3 ans, c'était ou riz ou frites. Bon. Plus souvent frites que riz. Alors, la première diapo, donc, là, on va être vachement sérieux, et même ça va être complètement dramatique, donc, transmission et désaffiliation. Bon. Si vous voulez, effectivement, je travaille depuis des années sur la question de violence en milieu scolaire, et en particulier à partir de très grosses enquêtes, que je présenterai un petit peu après, qui sont des enquêtes dites de climat scolaire et de victimation. C'est-à-dire que je vais interroger, depuis 1991, des échantillons importants donc, d'élèves, mais aussi de personnel, sur ces questions, donc climat scolaire et victimation. Donc on verra pourquoi je lis ces deux thèmes-là. Et j'avais eu l'occasion, dès 1995, donc ça ne remonte pas à aujourd'hui, à partir de ces enquêtes, proposer certaines interprétations, certaines descriptions de l'évolution donc, de notre école publique et des questions de violence. Et j'avais en 1995 publié un article dans Homme et Migration à l'époque qui s'intitulait donc déjà « Violence et ethnicisation dans l'école française ». Alors c'est pas du tout pour dire qu'il y a une violence ethnique, c'est même l'inverse. C'est pour dire à quel point se construit une croyance
dans la violence ethnique à l'intérieur donc de notre pays et à l'époque donc de certains établissements scolaires même. Mais aussi comment du coup par réaction un certain nombre de gamins pouvaient se construire en eux contre nous, nous contre eux, et s'identifier donc à des groupes plus ou moins déviants. Cet article, c'est vrai, je l'ai ressorti, je l'ai envoyé d'ailleurs donc au cabinet du ministre juste après Charlie. On m'a dit comment tu as fait pour l'écrire cette nuit. Bon, non, il n'y avait pas une note de changer. Tous ceux qui travaillent réellement sur les questions d'ethnicisation, je pense à Lorcerie, je pense à Félouzis, je pense à Paillet, étaient déjà dès les années 90 sur ces positions-là. Juste pour l'expliciter, et pour expliciter un petit peu cette évolution, donc quelques exemples. Si vous voulez, quand j'ai commencé véritablement des recherches sur la violence à l'école, au-delà des réflexions, des recherches-actions qu'on avait pu mener, entre autres avec des amis du mouvement Freinet, et que j'ai commencé à avoir donc des enquêtes lourdes, au début des années 90, quand je demandais à des jeunes, des collégiens en général, mais pas que, hein, on a fait aussi beaucoup d'élèves des écoles élémentaires et des lycéens, s'ils étaient rackettés. On avait 6,5% des lycéens qui nous disaient, des collégiens, pardon, qui nous disaient « oui, j'ai été racketté ». Quand j'ai fait dans les mêmes établissements, donc le premier échantillon c'était 16 000 élèves interrogés, dans les mêmes établissements, donc en 99, la même enquête, j'avais toujours 6,5% des répondants qui se disaient rackettés. Les enquêtes actuelles, les miennes ou celles qui sont maintenant faites par l'ADEPE, montrent le même chiffre, 6,5% d'élèves qui se disent rackettés. Donc on peut se dire pas d'évolution, il y a un nouveau sous le soleil, on a une nouvelle constante macabre, 6,5% rackettés. Bon. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en même temps, quand on posait la question au début des années 90 aux élèves sur d'autres types de questions, donc, est-ce que toi, tu as été racketteur quelque part? Est-ce que tu as participé? Est-ce que tu as, bon, etc., racketté des copains? J'en avais 3% à peu près qui répondaient, oui, j'ai été racketteur. 99, donc quelques années plus tard, j'ai 8,5% des élèves qui disent avoir été racketteurs. Donc ça change tout. Ce qui change, c'est très simple, c'est que ce sont des violences qui sont plus collectives. Quand j'avais rendu ces résultats-là à donc, des élèves d'un établissement des quartiers nord de Marseille, en l'occurrence, je leur avais demandé, bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution? Les élèves disaient, mais c'est pas difficile, monsieur Delarlieu. C'est parce qu'on le fait ensemble, on le fait à plusieurs. Il y a le bouffon, il y a celui qui donc est racketté, puis on est 5, on est 6, on est 7, etc. On avait pu montrer, on avait beaucoup publié là-dessus, mon équipe et d'autres, hein, bon, je pense auprès de Stéphanie Ruby, par exemple, sur les crapuleuses, bon, des choses comme ça, qu'il y avait donc un sentiment d'appartenance en groupe, où j'avais besoin pour me construire comme fort, on était plusieurs contre un autre. Un autre symbolique, c'était, par exemple, on a étudié des cas de raquettes où, par exemple, c'était un cas également sur Marseille, c'était une jeune donc d'origine turque qui était raquettée par 6 jeunes d'origine dite maghrébine, je reviendrai là-dessus, bon, et parce que donc elle n'était pas d'eux, elle n'appartenait pas au groupe. Donc cette construction identitaire, les plus forts ont besoin de faibles, c'est eux contre nous. C'est un premier trait de ce qu'on appelle, ce que Denis Salas, qui est un juge des enfants, appelle la délinquance d'exclusion. C'est-à-dire donc c'est ce trait d'une délinquance qui est plus collective. Mais là, un deuxième trait qui est extrêmement important, c'est qu'elle est de plus en plus, et qu'elle a été de plus en plus, dès cette époque-là. Il ne s'agit pas d'une invention. Hein, ce n'est pas le laxisme supposé du gouvernement actuel. C'est très ancien. Ça a au moins 20 ans, je dirais, en réalité, cette construction-là. C'est que c'est une violence qui est de plus en plus anti-institutionnelle, anti-scolaire, anti-prof, anti-bâtiment des écoles, hein, mais aussi contre tout service public à l'intérieur d'un quartier. Ça a été bien sûr le problème des transports, le problème des pompiers, le problème de la police, ou même le problème des médecins, hein, ce qui peut arriver. C'est évidemment un phénomène minoritaire qu'il ne faut pas exagérer. La plupart des gosses qui vivent dans des quartiers sensibles, et je ne travaille actuellement que dans des quartiers sensibles, sont des gosses qui sont d'abord en souffrance à cause de ce type de choses, et non pas des acteurs délinquants, etc. etc. Bon, et revenir. Mais ce qui était clair, c'est qu'on voyait donc quelque part, déjà à l'œuvre, cette construction eux, nous. Nous,
les, les exclut quelque part contre eux qui n'ont rien à faire chez eux. Vous savez, à cette époque, ça avait été d'ailleurs un peu un traumatisme, justement en revenant à Roubaix, et dont je suis. J'ai habité quand même 24 ans en HLM à Roubaix. Mes parents ont vécu pendant 49 ans dans le même HLM. Bon, donc je connais un peu ces chimies, quoi. Bon. Et quand je suis arrivé là, dans ma cité, on m'a demandé ce que je venais faire. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas chez toi. C'est un choc. C'est un choc. Alors évidemment, n'en tirons surtout pas des conclusions telles qu'en tirerait des conclusions le Front National. Quand je parle de pragmatisme, c'est aussi un pragmatisme du langage. Il est évident que le pragmatisme du langage fait que les mots n'ont de sens que dans un contexte, mais que le mot laïcité, dit par, je ne sais pas moi, la Ligue de l'enseignement ou sur l'affiche de votre colloque, n'a pas le même sens que dans la bouche de Marine Le Pen, soyons clairs. Bon. Mais en attendant, vraiment, cette construction eux-nous, à travers la délinquance d'exclusion, était déjà largement en œuvre. Donc c'est un premier constat, si vous voulez, dès la fin des années 90. Bon, le constat de la désaffiliation. Le constat de la désaffiliation d'un certain nombre de jeunes, mais minoritaires peut-être, mais un constat de désaffiliation. Avec du coup aussi une montée qui avait été constatée par l'institution elle-même. Ce sont à la fois les chiffres des enquêtes de victimation, mais aussi les chiffres qui étaient relevés par les signalements de l'institution, donc d'une certaine opposition qui se manifestait par une augmentation des violences antiscolaires. Deuxième chose, deuxième constat, ou plutôt deuxième réflexion, donc transmettre les valeurs de la République. Bon. Et je vais faire ça aussi avec l'exemple de Der qui est juste en dessous. C'est vrai qu'on a une petite tendance quand même en France à avoir une certaine nostalgie du tableau noir. C'est pas mal. Bon, pourquoi pas? Il est vrai que si vous voulez faire un best-seller, il vaut mieux écrire, je ne sais pas moi, La Fabrique des crétins que pour l'école du peuple. Hein? C'est vrai que si vous voulez avoir une tribune hebdomadaire dans le Point, il vaut mieux être un antipédagogue. C'est clair aussi. C'est vrai qu'on est aussi, et encore, sur une vision jurassique, ou si on est plus en sciences humaines, néandertalienne, donc qui oppose les savoirs et la pédagogie. On le sait, on sait très bien que, sauf dans les SPEDLI, bien entendu, il devient de plus en plus difficile de penser que la réforme des SP va aboutir à une grande rénovation pédagogique. Bon, c'est comme ça, hélas. Je précise qu'après mon poste de délégué auquel j'ai renoncé volontairement, on ne m'a pas foutu dehors, je ne sais pas comment j'ai tenu tout ce temps-là, j'ai demandé à être intégré en SP justement pour aller voir un petit peu. Donc je suis à l'SP de Créteil. Bon, mais donc cette nostalgie du tableau noir et d'un savoir descendant, de la transmission d'un savoir, c'est donc souvent vu dans l'esprit, dans les représentations du public, et pas que du public, comme simplement des valeurs intemporelles que nous transmettrions comme ça, de manière un petit peu miraculeuse, par des maximes morales. J'ai rien contre la morale. Vous avez compris que j'avais fait ici une licence de philo, je suis même allé jusqu'à un doctorat, mais cette fois-ci à Grenoble. Bon. Mais quand même, ça me pose un certain nombre de problèmes. Et de problèmes techniques, de problèmes pratiques, de problèmes d'efficacité. Le plus grand programme de prévention au monde, le programme DARE, ça veut dire Drug Abuse, je ne sais plus quoi, oui, c'est marqué, Resistance Education, donc est un programme nord-américain. Un programme qui a été créé aux États-Unis au début des années 80 et qui consiste donc dans des cours de morale qui sont donnés par des agents en uniforme, spécialement formés dans les écoles américaines. C'est un programme qui coûte aux contribuables américains 665 millions de dollars par an. C'est pas mal, c'est 80% de ce que l'État fédéral donne pour la prévention de la violence. Ce qui veut dire que tous les autres programmes ont des clopinettes. Bon. Mais c'est un programme qui plaît énormément. Il plaît au grand public. Vous pensez la transmission de l'interdiction de la présence policière qui rapproche la police des populations. Bon, en ce moment, ils ont un petit peu de mal, quand même, en ce moment, il faut le dire. Mais quand même, c'est très, très populaire. Ça coûte très cher. Seulement, il y a un problème. Il y a eu des évaluations scientifiques, c'est ça le pragmatisme,
des évaluations scientifiques très lourdes qui ont été faites de ce programme-là, et toutes, sauf une, comme par hasard c'est le créateur du programme, donc sont négatives. Disent que ou ce programme n'a aucun effet, cette leçon au tableau n'a aucun effet, ou, et c'est encore plus intéressant, ceux qui sont, si j'ose dire, le cœur de cible de ce genre de choses, les désaffiliés, les déviants, tout ce que vous voulez, les violents, eh bien, ça renforce leur comportement. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on est dans un comportement anti-institutionnel, anti-scolaire, entre autres, à partir du moment où celui qui est le représentant de l'institution nous dit « fais pas ci », alors je le fais. Et les évaluations ont montré que ça renforçait les addictions et les conduites violentes chez les jeunes qui étaient donc borderline. Donc, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de raison, c'est une question de pragmatisme, c'est une question d'évaluation de l'effet de programmes qui sont appliqués. Que ce programme s'appelle le MC ou que ce programme s'appelle Drug Abuse Resistance Education, bien sûr. Donc, le problème est un problème en réalité extrêmement concret. Est-ce qu'il s'agit de transmettre des valeurs de la République ou est-ce qu'il y a une autre manière pour que ces valeurs de la République existent, c'est-à-dire qu'elles s'incarnent, qu'elles se vivent. Et c'est là effectivement que le thème de votre journée me semble tout à fait juste, c'est-à-dire comment on lie en fait des valeurs. Vous parlez de laïcité, j'aurais tendance à parler moi plus de démocratie en général, donc avec donc, les pratiques scolaires entre autres, mais pas que scolaires. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé du climat scolaire, comment il renforce ou non le sentiment d'appartenance, l'idée d'une communauté juste, c'est-à-dire comment on ne crée pas un sentiment donc de désappartenance, de désaffiliation par sentiment d'injustice donc de la part d'un certain nombre d'élèves, et comment en fait on met en œuvre une espèce de démocratie pragmatique à l'école. Le fond du projet, si vous voulez, de ce que je vais vous développer, c'est bien sûr le climat scolaire, mais aussi c'est l'idée que peut-être qu'il faut être quand même beaucoup plus modeste qu'on y est actuellement. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, quand on parle encore et qu'on parlait donc de refonder la République en refondant l'école, c'est bien, mais est-ce que c'est pas trop ? Quand on parle de nous allons donc prévenir les phénomènes de radicalisation par l'école, je dis attention, la radicalisation, le terrorisme, ça n'a quand même pas que des causes scolaires. La géostratégie, me semble-t-il, a une certaine importance. Bon, je ne suis pas géostratège, je suis prof en sciences de l'éducation, bon, mais pas forcément complètement crétin. Bon, il est évident que les attentats d'aujourd'hui en cours donc, au Burkina Faso, où j'ai personnellement beaucoup travaillé, n'ont pas grand-chose à voir avec la manière dont notre école française fonctionne. Il ne faut pas exagérer. Mais il n'empêche que dans cette modestie qu'on doit avoir, on a quand même évidemment nos notes à jouer dans une partition globale. Et que ces notes-là, autant essayer de les jouer le plus juste possible. Ces notes-là, il me semble que c'est aussi une définition que je reprendrai, mais importante du SMIC démocratique. Le SMIC démocratique, c'est quoi? C'est simplement que 2, et si possible 3, et si possible 4, et si possible 5 personnes soient capables de se parler en s'écoutant, en admettant qu'il y ait des opinions divergentes, ou qu'il y ait simplement plusieurs opinions, sans forcément qu'on se tape dessus. J'ai personnellement été pendant 18 ans instituteur en institut médico-pédagogique, en section d'enseignement spécial, etc. Et ben je sais que ce n'est pas toujours facile pour que dans une classe, les gosses puissent s'écouter sans se taper dessus. Bon. Et que pour qu'ils puissent s'écouter, il faut d'abord qu'on puisse aussi, quelquefois, les laisser parler. Alors oui, quand je parle de République pragmatique, c'est vrai que c'est un projet des Lumières. Là, je reprends une phrase de Hume, l'homme sage règle son comportement sur les preuves devant lui. Hume, donc, qui est le vrai créateur des Lumières. Nous, on dit que les Lumières sont françaises. Non, elles sont d'abord écossaises. Il faut s'en rappeler historiquement. En même temps,
Il s'agit donc de baser un petit peu son action, ses politiques sur l'évidence scientifique, mais là aussi restons modestes. Ce n'est pas la raison qui gouverne le monde. Gardons-nous de l'illusion rationnelle. On peut avoir démontré que c'est juste et que ça ne sera pas appliqué. Ceux qui, ici, vous êtes nombreux, militent dans un certain nombre de mouvements pédagogiques et qui ont vu un certain nombre de preuves finir par arriver sur la pertinence de leur action, savent très bien que ce n'est pas pour ça que ça va forcément persuader le prof d'à côté, hein, et que ça reste un vrai travail aussi, où l'affectif a aussi autant d'importance sans doute que l'épreuve. Alors très vite, je me baserai donc, puisque c'est un projet scientifique, sur plusieurs choses. Je vous ai mis des références, si vous voulez le PowerPoint pour votre site, il n'y a aucun problème. Hein. Donc une synthèse que j'avais faite avec plusieurs. Vous avez un nouveau numéro qui vient de paraître donc, dans d'éducation et information qui parle sur le climat scolaire, où il y a beaucoup de choses. Également, donc, je vais me baser sur un stand d'enquête, hein, je ne vous les décris pas toutes, simplement, ce n'est pas par snobisme que je le dis. Si vous prétendez à un scientifique, il faut dire quelle méthode vous employez, avec quels échantillons. Bon. Là, en l'occurrence, je vais donc me baser sur des enquêtes que je mène depuis fort longtemps, hein, les premières là, donc 93-94, les dernières encore en cours, où en fait, en France, mais aussi à l'étranger, on a probablement interrogé plus de 150 000 jeunes. Bon. Plus de maintenant 40 à 50 000 enseignants. Donc je vous le dis tout de suite, si ça vous intéresse, on va relancer avec la Fédération autonome de solidarité, les autonomes de solidarité, là probablement juste avant les vacances de février ou juste après, une enquête donc de climat scolaire et victimation auprès de tous les personnels. Hein, on a les chiffres pour les élèves, on a encore beaucoup de chiffres inédits, de manière à voir quelle est l'évolution depuis la dernière enquête qu'on avait faite. Primaire, on l'avait fait en 2011, second degré, on l'avait fait en 2013. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est l'évolution du moral des troupes après la loi de refondation. Alors, je vais beaucoup parler donc du climat scolaire. Comment on construit en fait une communauté, comment le climat scolaire va nous aider à construire donc cette république pragmatique dont je parle. Donc simplement quelques définitions, même si je ne suis pas un fanatique des définitions. Le climat scolaire, alors je ne vais pas tout vous lire là-dessus, vous le découvrez vous-même, mais il faut se garder d'un certain nombre d'erreurs. Première chose, c'est sûr, le climat scolaire reflète le jugement qu'ont les parents, les éducateurs, les élèves de l'expérience de la vie et du travail au sein de l'école. J'irai plus loin d'ailleurs, c'est aussi ce que les habitants d'un quartier peuvent penser de leur école. La réputation de l'école a, on le sait très bien, une grande importance sur la manière dont les interactions à l'intérieur de l'école vont se construire. Mais il y a plusieurs erreurs à ne pas faire, justement. La première erreur, c'est de penser que le climat scolaire, c'est uniquement une question interne qui doit se régler en interne. Autrement dit, que l'école va se débrouiller elle toute seule pour que tout aille bien au sein de ses établissements scolaires. L'école, elle n'est pas dans un contexte. L'école est le contexte. C'est-à-dire qu'elle est avec le texte. Ce n'est pas un à côté du texte. L'école, son quartier, son environnement, c'est un tout. Ce n'est pas simplement l'école, une espèce d'ovni posé dans la champ de betterave. Deuxième erreur, penser que puisqu'il s'agit de jugement, de perception, penser que ce sont des perceptions uniquement individuelles. Ce qui est important, bien sûr, c'est de voir comment les groupes interagissent au sein des établissements scolaires ou autour des établissements scolaires. Comment, à l'intérieur de ces groupes, et vous verrez l'importance, par exemple, par rapport au personnel, il peut y avoir des divergences, des tensions, des impossibilités de construire quelquefois donc un climat apaisé, ou un climat apaisé, ça veut dire perçu positivement par l'ensemble des acteurs. 5 dimensions du climat scolaire dont je parlerai rapidement. Alors je ne vous dis pas tout, hein, la dimension des relations, bien sûr, c'est-à-dire donc comment dans un établissement scolaire on construit donc ces relations. La question de l'enseignement et de l'apprentissage, qui ne sont pas dissociables, bien sûr, du climat scolaire. Je veux dire que très curieusement, ce sont les antipédagogues qui pensent que la pédagogie est l'ennemi des savoirs, mais les pédagogues n'ont jamais pensé que les savoirs étaient l'ennemi de la pédagogie.
Une certaine manière de les construire, oui, plutôt de les transmettre. La sécurité physique, bien sûr, etc. L'environnement physique. Alors, par environnement physique, il ne s'agit pas ici uniquement de choses objectives. Vous pouvez avoir des établissements scolaires qui sont des établissements scolaires objectivement très beaux et que les élèves perçoivent très mal parce qu'ils ne les habitent pas. Il n'y a pas d'environnement physique sans habitants. De la même manière que quand on parle des quartiers, personnellement, je préfère parler des habitants que du quartier. Bon. Je vous donne un exemple sur l'environnement physique. Moi, pour avoir beaucoup travaillé, par exemple, en Afrique subsaharienne, quand je posais la question aux élèves sur la manière dont ils percevaient leur établissement scolaire, les locaux de leur établissement scolaire, c'était beaucoup plus positif dans des endroits où on vivait au milieu de bidonvilles innommables, avec des écoles qui n'avaient aucun moyen, où c'était généralement d'ailleurs un toit en paille sur une case, bon, avec 100 élèves en dessous, 100 à 150 élèves en dessous, il faut se rappeler. Bon, ils le percevaient plus favorablement que des établissements neufs en France. Bon, il y a toute la manière dont ça fait capital social. Et bien sûr, et j'insisterai beaucoup plus là-dessus, le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire le sentiment d'être relié à la communauté scolaire, à au moins un adulte pour les élèves et l'engagement des professeurs pour les élèves. Sans ce sentiment d'appartenance, c'est illusoire de penser qu'on peut construire de la République, de la démocratie, de l'école. Moi, je dis souvent, il ne s'agit pas de simplement, comment dirais-je, transmettre les valeurs de la République. Il s'agit de penser que je suis dans mon école, de mon quartier, de ma République. Quelque chose de concret, quelque chose qui n'est pas simplement comme ça venu d'un programme. On rappellera certaines choses. Le climat scolaire a un effet sur les apprentissages. Alors ça, c'est quelque chose qui peut nous paraître absolument, comment dirais-je, banal. C'est complètement banal de le dire. Enfin, est-ce qu'on a besoin de faire des recherches sur le climat scolaire, de faire des conférences où on en parle, de faire des formations où on en parle, de construire en académie, comme ça a été fait ici, entre autres dans l'Académie de Lille, des groupes qui sont consacrés au climat scolaire? C'est quand même une évidence de se dire que, ben oui, si les gosses sont plutôt bien dans leur classe ou dans leur établissement, et si les enseignants sont plutôt pas trop mal, et si les partenaires sont de bonnes relations avec l'école, on apprendra mieux. Ça paraît banal, si les gosses sont mieux, ils apprennent mieux. Ben non, c'est pas banal. Il ne faut pas oublier qu'on a encore un grand nombre de, comment dirais-je, d'idéologies qui vont contre ce type d'idées, qui pensent qu'on apprend dans la douleur, bien sûr. On n'est pas contre certains forçages doux, je me rappelle en pédagogie freinée, par exemple, mais qui pensent que tout ce qui va être donc l'objet d'attention, le bien-être de l'enfant, est quelque chose qui va être, allez, bisounours, babacool, de toute manière, c'est ceux qui vont pendant les vacances faire du macramé en Ardèche, comme tous les pédagogues freinés, bien entendu, etc., etc. Bon. Nous avons quand même, là, en l'occurrence, à réfléchir très bêtement, en cette période où la COP 21 vient de se terminer, nous avons à l'éducation nationale et dans l'idéologie éducative française, nous avons nos climato-sceptiques. Et ces climato-sceptiques ont pilié sur rue. Hein. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, effectivement, quoi qu'on en pense, bon, la réforme des collèges, quand on voit tout ce qui a pu être déversé comme tombereau d'insanité par rapport à la soi-disant dispersion et disparition du latin, j'ai fait une thèse dont le titre est « Folie et fou dans la pensée platonicienne ». Ça fait bien, hein. Bon, en fait, c'est pas que j'étais en IMP, donc je m'intéressais à la folie. Bon. Mais donc, une thèse d'antiquisant, donc j'ai rien contre la culture classique, au contraire, je l'aime. Mais franchement, tout ce qui a été dit sur le soi-disant abandon du latin, etc., où on avait les pleines pages du Figaro, les unes du JT, etc., c'était invraisemblable. Oui, nous avons nos climato-sceptiques, sans aucun doute. Quand un philosophe célèbre fait la une avec un futur candidat à la présidence de la République dans un hebdomadaire par mois connu, donc disait qu'en fait l'éducation c'était le petit dialogue avec les morts. C'est joli ce que dit Finkielkraut. C'est vrai que c'est joli. Bon, très belle formule, il sait écrire. Bon, mais personnellement, j'ai rien contre le petit dialogue avec les vivants non plus.
Alors, on doit leur rappeler, oui, le climat scolaire, et c'est une des certitudes presque, dans la mesure où on peut avoir des certitudes en sciences humaines, disons que c'est un des plus hauts degrés de probabilité qu'on puisse avoir du lien entre climat scolaire positif et réussite des élèves. Je vous ai mis un seul exemple, hein, mais il pourrait y en avoir des tas d'autres. Une enquête qui a été faite par Ron Astor de Los Angeles et Rami Ben-Benisti, donc lui en Israël, qui a porté sur 73 254 élèves de 10 à 14 ans, c'est quand même pas mal, et qui a montré mais très clairement à quel point la qualité du climat scolaire, de la perception du climat scolaire, indépendamment des facteurs socio-économiques initiaux, réussit en partie tout au moins à pallier ces difficultés, ces inégalités sociales. On a les mêmes résultats en France, on le sait depuis des années. Bon, c'est pas pour dire que c'est pas important, j'y reviendrai, de lutter contre l'exclusion sociale. C'est pas pour dire que les questions socio-économiques n'ont pas une importance réelle. C'est pas pour être angélique. Mais si on n'arrivait pas à pallier en partie ce type de difficulté, ce ne serait pas la peine d'être là. Je me rappelle dans les années 90, même 80, il y avait tout un procès qui était fait déjà, et pas par les antipédagogues, par un certain nombre de sociologues, donc aux pédagogues, au pédagogisme, comme on disait, bon, qui oubliaient les conditions de production de l'inégalité sociale à l'école. Bien sûr qu'on ne les oubliait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On attend la révolution prolétarienne pour agir. Les révolutions prolétariennes réelles n'ont pas forcément été un succès éducatif partout. Bon. Et d'autre part, moi je me refuse à sacrifier des gosses en attendant la prochaine révolution. Et puis, bon, bien sûr, je reviens à ma vieille monomanie, donc climat scolaire et violence. Là aussi, le lien entre la qualité du climat scolaire, on pourrait dire vivre ensemble d'ailleurs, hein, si on voulait, bien entendu, et la victimation, c'est un des acquis majeurs de la recherche. C'est-à-dire que plus vous avez un climat scolaire positif, moins vous avez de victimation. L'inverse étant vrai, on est bien sûr dans une boucle rétroactive. Bon. Il est évident que, par exemple, les élèves qui sont avec des taux de victimation multiples, c'est-à-dire victimation répétée important, sont des élèves qui voient s'effondrer leur relation au monde scolaire, à leur monde, leur image de soi également. Mais c'est aussi, dans les établissements où le climat scolaire est dégradé, qu'il y a le plus de victimation. Alors bien sûr, j'y reviendrai, mais ça a de l'importance. C'est que ce climat scolaire dégradé, il peut être dégradé aussi pour des raisons qui sont relativement indépendantes des problèmes socio-économiques. Quelques résultats d'enquête, qui sont là en l'occurrence une enquête de l'ADEPE, hein, moi je fais les mêmes depuis très longtemps, où il faut quand même rappeler aussi un certain nombre de choses. Quelque chose que j'avais eu l'occasion d'ailleurs de rappeler aux journées de la FEV contre l'échec scolaire, qui est, bon, stop au school bashing. Bon. C'est vrai que l'école peut progresser. Vous ne seriez pas là, il n'y aurait pas de mouvement pédagogique si on n'en était pas persuadé. Mais on ne part pas quand même sur une école qui passe sa vie à massacrer des petits-enfants. On a l'impression, à écouter donc d'autres formes de critiques sur l'école, qui serait cette école, grande machine à faire que les enfants soient malheureux, où on passe notre vie à punir des petits-enfants qui n'ont rien fait, bref, on est des salauds d'enseignants néocolonialistes dans des établissements scolaires où, bien entendu, nous sommes, je l'ai entendu, les petits blancs, donc, de la colonisation en banlieue. Bon. Oui, mais que disent les élèves? Ah, évidemment, après, si on dit, oui, mais les élèves, c'est conformiste, c'est bien connu. Il ne faut pas leur faire confiance. Oui, mais les élèves, ils disent à 92%, 93% en général, qu'ils sont tout à fait bien ou plutôt bien dans leur collège. 92%, c'est les chiffres que j'ai en lycée, c'est les chiffres que j'ai en école élémentaire. Je viens de terminer une enquête dans 70 REP+, où 90% des élèves de collège me disent être bien dans leur collège. Ils me disent être bien dans leur collège. Mais il y a des items, par contre, où ça va moins bien. Alors ces items, ce que je dis, les résultats de l'ADEPE, les miens sont les mêmes, les résultats de PISA sont les mêmes. Quand on parle de PISA, on va toujours s'en servir pour dire à quel point on est nul, sauf que PISA dit aussi
que 90% des élèves français s'estiment bien dans leur école. Ils peuvent s'estimer encore mieux, on a des marges de manœuvre, et je me refuse de toute manière à avoir 10% d'élèves qui se sentent mal. Le rapport que j'avais fait pour l'UNICEF, d'où sont parties les politiques publiques contre le harcèlement, je l'avais intitulé « À l'école des enfants heureux, enfin presque ». C'est évidemment ce enfin presque avec lequel je travaille depuis si longtemps. Mais il y a quand même des items, là vous voyez par exemple, on n'est plus que 67% d'élèves à dire qu'ils trouvent les punitions justes ou tout à fait justes. Quand je vais dans mon enquête en REP+, c'est le facteur qui est le plus discriminant entre l'éducation prioritaire et l'éducation banale. Bon. J'ai 50% des élèves, en moyenne en REP+, qui disent que les punitions sont injustes. C'est intéressant. Il ne s'agit pas de dire, là encore une fois, c'est quand je rends des enquêtes comme ça dans un établissement scolaire, parce que mon boulot c'est surtout ça, c'est d'aller le faire au service d'un établissement scolaire précis, et qu'on a ce type de résultat. Il y a même des établissements où c'est 80% des gosses qui trouvent que c'est injuste, les punitions. C'est pas pour dire, écoutez, vous êtes vraiment nuls à passer votre temps à punir comme ça les petits-enfants qui n'ont rien fait. Bon, peut-être qu'il y avait des raisons, peut-être qu'ils ont vraiment fait les cons. Moi, j'ose dire, oui, il y a des fois, j'en ai chié. J'ai beau être un pédagogue freiné, des fois, j'ai eu des emmerdeurs. Et des fois, c'était vachement dur. Quand j'avais un petit Fabien dans ma classe, qui était donc un gosse battu par son père, et que pendant 1 an, son rêve, c'était que je le tape, bah, c'est pas facile de ne pas le taper. Hein? Il voulait, lui. Et puis son papa, il n'aurait rien dit. Hein? J'ai réussi à ne pas le taper, c'est vrai, mais faire un travail sur soi, c'est pas si évident. Bon. Mais le problème, bien sûr, c'est bien de dire, mais attention, si les mômes qu'on punit, il y a peut-être d'autres solutions que la punition, c'est encore un sacré débat. Mais si les mômes qu'on punit trouvent ça injuste, vous montez du ressentiment, vous montez de la frustration, vous montez du sentiment antiscolaire, et vous montez évidemment du coup beaucoup plus de difficultés. Alors oui, il y a des inégalités sociales, bien sûr, des inégalités sociales qui sont importantes. Là, par exemple, quand je demande à mes enseignants ou là les personnels du second degré, quel est le climat scolaire, on dira, de leur établissement scolaire. Alors le ICS, hein, c'est indice de climat scolaire, c'est à partir de 13 variables différentes que je baptise tableau. On voit qu'il y a une vraie différence dans le second degré, puisqu'on a quand même nettement plus de personnel qui pensent que le climat est mauvais dans quand on est en zone urbaine sensible, à l'époque c'était le terme, je suis en enquête qui a 2 ans, et que quand on n'est pas dans une zone urbaine sensible. Et au niveau du premier degré, c'est très spectaculaire. Les personnels, on avait quand même 12 000 personnes qui ont répondu, donc sont, comme vous le voyez, 46% à répondre qu'il y a très souvent, plutôt souvent de la violence en éducation prioritaire, contre 18% à peu près quand on n'est pas dans l'éducation prioritaire. Donc au moins vu par les personnels, il y a une vraie différence. C'est d'ailleurs tout à fait vrai. Il y a une vraie différence. Je vais revenir très vite. Le risque d'être victime à répétition est pour les enseignants 4 fois plus important dans les écoles plus défavorisées que dans les plus favorisées. Risque présent pour 1 sur 23 dans les plus favorisés et un enseignant sur 5 dans les quartiers les plus démunis, près de 5 fois plus. Dans les quartiers les plus démunis, on n'est pourtant pas payé 5 fois plus. Et c'est vrai quand on me dit, oui, mais que c'est dur, vous ne vous rendez pas compte d'être enseignant chez les bourgeois. Je dis oui, changez. Pourquoi, quand je travaille, par exemple, avec les collèges de la ville de Saint-Denis actuellement, je rencontre des établissements où j'ai 60 à 70% de taux de turnover, 60 à 70% de contractuels? Quand même, il y a les raisons à ça. Donc c'est vrai qu'il y a un effet sur les personnels très fort des difficultés sociales, des difficultés socio-économiques, beaucoup plus fortes sur les personnels que sur les élèves. Pour vous dire les choses, en gros, 50% de la victimation des agressions, si on veut, subies par les personnels, donc, est expliquée par les situations sociales des établissements scolaires, la moitié, c'est donc beaucoup, hein, c'est une variable très importante. Pour les élèves, c'est seulement 20%. Donc ça explique une partie, mais pas tout. Et on en arrive donc à ce qui, je crois, sur le plan donc du travail en équipe et des difficultés françaises à construire de la démocratie à l'école,
à construire du bien-être à l'école et du vivre ensemble à l'école, on en arrive là à quelque chose qui me paraît essentiel. Ici, ce tableau-là est un tableau qui représente simplement donc la perception du climat scolaire suivant les fonctions, suivant qu'on est enseignant en filière générale, en classe spécialisée, qu'on est personnel de direction, CPE, etc. Vous voyez le chiffre, donc 53,1% des chefs d'établissement qui disent que le climat est bon, contre 7% des enseignants spécialisés et 14% à peu près des enseignants de filière générale. Vraie différence qu'on va beaucoup mieux voir sur ce tableau-là. Alors ce tableau-là est un tableau qui est extrêmement intéressant quand je fais de l'intervention dans un établissement scolaire. On rentre un peu dans des choses qui peuvent paraître loin de la laïcité, mais pas du tout. C'est ce qui, justement, permet à un établissement de tenir ou de ne pas tenir ensemble. Je ne sais pas si ici, il y a des chefs d'établissement ou même des directeurs d'école, parce qu'en fait, on a paradoxalement les mêmes résultats alors que le statut n'existe pas. Donc, on a les représentations donc, du vivre ensemble, du climat scolaire, suivant les fonctions. Les petits ronds roses, violets que vous voyez sont donc, représentent les enseignants, le médico-social, les enseignants en filière générale, etc., le principal, le proviseur. Ça se répartit sur un axe, 90% est expliqué, donc il y a un seul axe qui compte vraiment, celui-là. Plus vous allez vers la droite, plus vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de violence, que les élèves s'entendent bien, que le climat est bon, que l'équipe de direction s'entend bien avec les élèves, les enseignants s'entendent bien avec les élèves, qu'on est en sécurité, qu'on est respecté par la direction, par les élèves, que le quartier est sympa, etc. etc. Bon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a à droite proviseur, principal, proviseur adjoint, principal adjoint, le CPE à peu près mieux, et par là, les enseignants, entre autres, et les prolos. Cette coupure est extraordinaire. Elle peut s'expliquer par différentes raisons. C'est connu, proviseur, principal, un peu moins le proviseur adjoint, et un peu moins les adjoints quand même. Ils sont au front, c'est connu. C'est des feignants. C'est des feignants. Enfin, vous savez bien, ils ont abandonné la classe. Ils ne sont pas devant les élèves. Enfin. Bon. Deuxième explication. Vous ne pensez pas quand même que dans une enquête, même si elle n'est pas officielle, celle-là elle avait été faite avec l'autonome de solidarité, avec l'aide de la Maïf, etc. Donc bon, c'était les camarades. Bon. Vous ne pensez pas quand même qu'un chef d'établissement va dire que ça ne marche pas dans son établissement. Eh bien, c'est là qu'est en fait la solution. C'est-à-dire que lui, eux, ils ont le sentiment de l'établissement. Même si c'est pour s'identifier, même si c'est pour dire mon établissement. Tandis que les enseignants s'identifient plus à l'acte d'enseigner, à leur classe, à leur discipline. Et ça, je n'ai pas du tout ce même type de résultat quand je travaille avec d'autres pays que la France. D'ailleurs, il y a quelque chose qui manque, une CPE ailleurs, il n'y en a pas. Donc cette séparation entre ce qui se passerait dans une classe et ce qui se passerait au niveau collectif est énorme. Et ça représente tout l'enjeu de la solitude dans la classe, l'enjeu du refus du collectif. Pas chez tout le monde, bien sûr, il y a des tas d'équipes qui essaient de faire équipe, bien sûr, mais c'est quand même, malgré tout, quelque chose qui est massif. Cette coupure qui empêche un vrai travail collectif, une vraie identification collective. Alors c'est vrai que quand on regarde les personnels, ici le second degré, j'ai aussi évidemment celle du premier degré, on se rend compte qu'il y a des violences qui sont exercées contre les adultes, qui sont des violences qui sont essentiellement verbales, 42,50% des adultes du second degré disent avoir été insultés, rarement en répétition, mais avoir été insultés. Mais il y a aussi deux victimations très particulières qui ont une grande importance quantitative. L'ostracisme entre collègues. 18,20% des répondants disent avoir été mis à l'écart par les collègues. Et le harcèlement, 11% des répondants, 14% en élémentaire, se disent avoir été harcelés donc depuis le début de l'année. Question qui avait été passée en janvier. Sur l'ensemble de leur carrière, on en est à 25% de réponses de gens qui disent « oui, j'ai été harcelé dans ma carrière ». 60,7% des cas de harcèlement déclarés ont pour auteur un autre membre du personnel. 10,2% des parents d'élèves. Dans le premier degré, les proportions sont semblables, mais témoignent parfois d'un grave malaise avec les hiérarchies. Bon, je ne dis pas ici, évidemment, il ne s'agit pas d'un discours anti-hiérarchique,
Mais on le sait très bien, on a une institution où c'est très compliqué, parce que le paradoxe, c'est que cette pyramide de l'éducation nationale a une tendance du coup à avoir un individu ou une individu seul à son échelon hiérarchique, et que du coup les difficultés vont être totalement psychologisées. Il est bon, il est mauvais. On attend tout du haut. C'est quelque chose qui, quelque part, fait forcément que la hiérarchie sera aussi très facilement un bouc émissaire. Au niveau des élèves, je rappelle simplement quelques chiffres qui sont maintenant assez connus. On sait qu'au niveau des élèves, le problème de la violence, le problème des difficultés qu'ils vivent en termes donc de vivre ensemble, sont des problèmes qui ne se posent pas à tous les élèves de la même manière. Que les questions de violence à l'école, que les questions de difficultés à vivre se concentrent sur un nombre d'individus relativement restreint. Je crois que c'est un des résultats qui a été le plus admis maintenant par tout le monde sur donc, les enquêtes de victimation, c'est l'importance donc qu'un certain nombre d'individus plus fragiles que l'autre, pour des raisons qui ne sont pas forcément scolaires. On peut être harcelé parce qu'on a des problèmes familiaux, hein, je le rappelle. Mais pour des raisons X, donc c'est un certain nombre d'individus plus fragiles qui vont être plus souvent victimes. Avec deux types d'individus d'ailleurs. Des individus qui vont être victimes, si j'ose dire, ceux qui sont les plus durs à repérer d'ailleurs, hein, ceux qui ne disent rien, ceux qui souvent d'ailleurs peuvent être des très bons élèves. Hein. Et le type des individus qui sont des individus qui s'identifient aussi à leur violence. Je te raquette, tu me raquettes. Quoi. Pas oublier qu'ils sont eux aussi extrêmement en danger. Alors les causes de tout ça, facteurs personnels, bien sûr, on peut en avoir, les psychologues parlant de problèmes de comportement, de caractère, ce qu'on veut, facteurs familiaux, c'est évident, le style éducatif qui pose le plus de problèmes et qui amène le plus de violence, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas forcément l'enfant roi, c'est le style autoritariste en famille, surtout s'il se double de châtiment corporel. C'est l'adulte qui donne le modèle. J'en parlais de Fabien tout à l'heure. Les facteurs de risque socio-économiques, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, effectivement, hein, les facteurs socio-économiques ne sont pas les seuls, mais ils sont des facteurs importants. Les facteurs de risque associés à l'influence des pairs, les affiliations négatives ou les affiliations déviantes, c'est-à-dire comment je m'identifie à un groupe de pairs déviants qui, du coup, pour se construire comme groupe fort, a besoin des faibles, a besoin de dire, toi, t'es pas de mon quartier, toi, t'es pas de ma famille, t'es pas de mon immeuble, toi, t'es un bon élève, toi, t'es un mauvais élève, toi, t'es handicapé, peu importe. Il n'y a pas de type d'élève victime, mais il y a le même fonctionnement, qui est le fonctionnement du rejet, qui est le fonctionnement de la construction de la différence, qui est le fonctionnement du refus de l'autre. Vous voyez qu'on n'est pas si loin que ça de la laïcité. Hein, le sentiment qui construit l'autre comme étant celui qu'il faut abattre, celui qui n'est pas acceptable dans le monde. Et les facteurs de risque associés à l'école. Alors c'est vrai que pour lutter contre tous ces phénomènes-là, on peut avoir des stratégies totalement directes. C'est-à-dire, par exemple, ce que j'ai pu faire moi aussi comme délégué ministériel, mettre en place un certain nombre de campagnes de lutte contre le harcèlement, par exemple, mettre en place, comme ça se fait ici dans le Nord aussi, avec entre autres les équipements de sécurité, les référents harcèlement, etc., des formations, des prises en charge, un certain nombre d'actions précises dont on a besoin pour s'attaquer directement à ce type de phénomène. Mais ce que je prétends, c'est que ce qui est le plus efficace, ce sont des stratégies indirectes, c'est-à-dire des stratégies qui vont se baser sur l'amélioration du climat scolaire. Pas forcément se dire, je vais m'attaquer à la violence, je vais m'attaquer à un phénomène négatif, mais je vais construire un climat scolaire le plus positif possible. Ça dépend. Ça va, très bien. On y arrivera. J'ai même me payer une bûche de boire. Ça vous reposera les oreilles. Ça va, vous ennuyez pas trop? C'est parce que lui, il est musclé. Donc, effectivement, des stratégies d'équipe. Bon.
D'abord des stratégies d'équipe, parce que ces stratégies d'équipe, elles sont nécessaires pour plusieurs raisons. Là, j'ai mis ici un ensemble de diapos que je ne vous lis pas en particulier, vous pouvez les saisir, et encore une fois, je vous laisserai comment dirais-je, le montage. Vous pouvez aussi les retrouver en grande partie sur le site Climat scolaire qu'on a construit, qui existe toujours avec la délégation, et donc il y a pas mal de choses. Mais c'est plutôt sur le titre qui compte, c'est-à-dire que, bon, stratégie d'équipe. Si vous voulez, il y a une chose qui est très simple en criminologie, hein, qui est donc, et qu'on nous ressort maintenant à nouveau, y compris dans des programmes politiques. Je pense à la nouvelle présidente, par exemple, du Conseil Île-de-France, Valérie Pécresse, pour ne pas la nommer, qui a décidé que pour lutter contre la violence à l'école, il y avait des choses extrêmement importantes, la vidéosurveillance et les tests salivaires contre le cannabis. Bon. La vidéosurveillance, ça procède d'une pensée qui est donc la prévention situationnelle. Pour protéger les écoles de la République, on les enferme, on met de la vidéosurveillance et on n'aura plus de problème. Ça, c'est une République qui intègre. Bon. Le seul problème, c'est que c'est une vision de la prévention situationnelle qui est totalement erronée. Les criminologues qui ont véritablement cherché sur la prévention situationnelle, c'est-à-dire ceux qui ne vendent pas de caméras vidéo, bon, sont certains et disent que ce qui est important pour éviter justement l'agression, le crime, etc., c'est d'avoir des gardiens. Mais quand ils disent gardiens, il ne s'agit pas de policiers. Ça peut quelquefois être des policiers. Personnellement, je n'hésite pas à travailler avec la police nationale quand il le faut. Bon, je n'ai pas de réticence là-dessus. Mais c'est d'abord les amis, les collègues, ceux qui sont avec nous. C'est d'abord l'humain. Un exemple très simple. Lycée professionnel, une de mes meilleures amies est professeure en lycée professionnel. Et puis, bah oui, on s'est engueulé récemment, parce qu'elle me disait, oui, tu comprends, à cause du ministre, il y a des problèmes de violence à l'école épouvantables dans mon lycée. Ah bon, explique-moi. Oui, bah écoute, on n'arrive plus à recruter, vu ce qu'on nous paye, elle n'a pas tort. Donc, on est obligé de prendre qui on veut. Donc, on a été chercher un gamin de 20 ans, qui est même pas en licence, qui est en L2, de maths pour faire les cours dans mon lycée professionnel. C'est la classe à côté, il se fait massacrer. Je veux bien recevoir l'idée que, effectivement, je préfère avoir des profs mieux payés qu'un nouveau sous-marin atomique. Mais bon, je suis en sciences d'éducation. Pourquoi pas? Mais ce que je vais poser comme question, et ça a été l'occasion d'un débat intéressant, ben je lui ai dit, bon, bah oui, d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Elle entend un môme de 20 ans, alors qu'elle en a 40, dans la classe à côté, se faire donc insulter, etc. Elle n'intervient pas. Elle dit c'est la faute au ministre. Dans 2 ans, où serons-nous? Dans 2 ans, où serons-nous? Politiquement, où serons-nous? Dans 2 ans, est-ce qu'on va revenir à la RGPP, aux suppressions de postes? Et pourtant, on sera toujours là. Et pourtant, on aura à lutter encore, parce qu'on va devoir, 1, croûter, et 2, quand même, on essaie de faire bien notre boulot. Et le faire tout seul. La prévention situationnelle exige des stratégies d'équipe. C'est pas difficile, si vous êtes tout seul en sortant du cinéma le soir à 11h du soir, vous êtes plus à risque de vous faire agresser que si vous êtes 4 ou 5. Dans un établissement scolaire, c'est la même chose. Pensez que vous allez pouvoir travailler tout seul dans votre classe contre la violence à l'école, c'est vous prendre pour Gandhi. Peut-être est-il ici. Deuxième chose, la coéducation. Je n'insiste pas sur la grande importance, bien sûr, du travail avec les parents. Ça, c'est vraiment un problème français, franco-français, que cette école qui s'est construite contre les communautés, contre l'extérieur, et qui, du coup, a des effets pervers de cet enfermement sur elle-même qui sont assez catastrophiques. Et puis, bon, on ne serait pas pédago-freiné si on ne disait pas, ben oui, et les élèves dans tout ça. Les élèves acteurs de la prévention. Quand les élèves sont victimes, quand les élèves sont exclus, quand les élèves sont harcelés, bon,
Et je rappellerai simplement qu'il vaut mieux éviter qu'ils soient harcelés, y compris pour des raisons de violence très dures. Les travaux nord-américains sur les school shooters, ceux qui tirent aux portes des écoles ou dans les écoles, ont montré que dans 75% des cas, il y avait un phénomène de harcèlement au départ. Et que c'était d'abord, je reviens armé pour me venger. Bon. Donc oui, y compris avec ces petites choses-là, climat scolaire, harcèlement, etc., c'est pas bisounours, hein, on traite aussi de le dur. Mais c'est aussi parce que les élèves, ils ont besoin d'une chose. On parlait d'affiliation, on parlait de sentiment d'appartenance. Et bien, le sentiment d'appartenance, c'est d'abord l'appartenance à un groupe de pairs. Donc si on ne fait pas agir les élèves comme agents de la prévention, on n'y arrive pas. Juste une petite chose, une petite vidéo réalisée à Lille. Bonjour, je me présente Odile. Bienvenue au JDE, le journal des élèves. Pour la première édition, nous avons choisi le thème du harcèlement. Voici le sommaire en images. Notre invitée du jour sera Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Odile. Que peux-tu me dire sur le harcèlement? Je te propose Odile de regarder la vidéo en images. En images. Tu l'as cassé? Il a cassé la voiture. Voilà, un grand ballon. Il va falloir me faire payer. Pourquoi t'as cassé notre voiture toi? Pas fait exprès. Tu vas la repayer, tu vas voir. Si tu nous ramènes pas de l'argent, on va t'embêter tous les jours. Vers la misère. Mon petit. Je te l'ai dit, on va te faire la misère. On ne va pas te lâcher, on t'a dit, on va pas te lâcher. Il était chef Coralie ton reportage. Oui mais Odile, j'aimerais bien avoir les réactions des élèves sur les réseaux sociaux. Andy, quelles sont les réactions des élèves sur les réseaux sociaux? Oh oui, Odile, excuse-moi. Oui, nous avons beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment des choses qui reviennent assez régulièrement. Je vais vous en citer quelques exemples. Paul 921 qui nous dit être contre le harcèlement. Jade M qui nous dit que le harcèlement c'est mal. Oh. Un flash info, excusez-moi. Que faire contre le harcèlement? Donc, de première part, je vais vous dire d'en parler à vos proches, à vos amis. Et de deuxième part, d'appeler le numéro au 0808 807 010 pour vous faire aider. Merci Andy. Merci à toi aussi Coralie. Maintenant, tu décides un extrait du débat. Merci de nous avoir suivis pour la première édition du J2. C'est un exemple simplement de ce qui a été fait pour le concours Agir contre le harcèlement que j'avais lancé. C'est intéressant parce que c'est le concours qui a eu le plus de succès dans l'éducation nationale. 950 projets collectifs la première année, autant la seconde année. Personne n'y croyait. Ceux qui ont financé le prix, c'est des camarades. C'est les gens de la mutuelle assurance élèves. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'est emparé et surtout que ça a été véritablement l'occasion pour les élèves donc de se mobiliser. J'ai pas le temps de parler du reste, mais c'est pas grave, je l'avais dit que j'arriverai pas jusqu'au bout. Simplement, deux choses pour terminer. Ici, j'ai parlé un petit peu des conditions collectives. Conditions collectives qui vont être des conditions de réflexion sur l'implication des parents, l'implication des élèves, le travail en équipe. J'aurais dû parler de la justice scolaire et de l'importance de la justice réparatrice, par exemple, et j'aurais pu parler encore d'autres choses qui créent un collectif. Et encore une fois, la grande importance, c'est le collectif. Collectif qui n'est pas simplement à l'intérieur de l'école. J'ai eu cette expérience d'être à la fois d'abord éducateur et ensuite instituteur. Les représentations réciproques des partenaires sont quelquefois assez extraordinaires. Les enseignants qui voient dans l'éducateur forcément le baba cool avec donc une barbe mal peignée et donc des poches sales, et qui forcément est donc incapable de comprendre la difficulté d'enseigner, et l'éducateur qui voit forcément dans l'enseignant un vieux sadique. Bon. Il y a une vraie difficulté et des vraies querelles de propriétaires dans le partenariat, dont crève la politique de la ville, tout le monde le sait. Deuxième chose, quand même, l'importance au niveau des élèves, des individus eux-mêmes. Comment changer ces choses-là? Ce matin, par exemple, il y a eu très vite quelque chose qui a été dit sur les dilemmes moraux. Bon.
Voilà quelque chose d'important, mais que je ne peux pas ne pas prendre une minute quand même pour le dire. Bon. Vous savez, les gosses violents, les adultes violents, y compris les plus violents des violents, ont le même schème de pensée. Celui que je frappe, celui que je tue, c'est de sa faute. Pour l'individu violent, c'est de la faute à la victime. Monsieur, je le tape, c'est normal, Yerou. Hey, monsieur le juge, bah oui, j'ai tapé ma femme. Bah, c'est normal, elle m'a pas, j'allais au bistrot avec les copains. Bon. C'est un manque d'empathie, un manque de comprendre qu'il y a une pensée, qu'une vraie pensée est une pensée multiple. C'est s'enfermer dans un axe réflexe qui est l'agression. Donc l'idée, effectivement, et c'est là qu'on revient à l'intérêt de l'EMC, d'une EMC bien comprise, c'est justement d'aller vers cette pensée multiple. Et non pas d'être toujours dans la transmission unique. C'est pour ça que le terme transmission m'énerve autant. Et je crois que c'est vraiment essentiel si on veut se rappeler que le gosse qui souffre, le gosse qui est en difficulté, dans les deux sens, parce que ça peut être aussi le gosse agresseur, on est un gosse qui a besoin un petit peu de cette aide, tant qu'il est encore capable d'avoir cette aide, qu'il n'est pas encore construit totalement dans le refus de l'autre. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a notre partition à jouer, ou plutôt nos notes à jouer dans la partition. Je crois que c'est essentiel. Alors j'aurais eu bien sûr bien d'autres choses à dire, c'était un petit peu décousu, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas ennuyés, j'en suis sûr. Et je voudrais terminer, donc, comme je termine la totalité de mes interventions, la totalité de mes conférences et la totalité de mes cours en université, depuis des années, par la même phrase. Une phrase qui m'émeut toujours autant, qui est une phrase de quelqu'un que les mouvements pédagogiques, évidemment, connaissent plus, mais je vais rappeler quand même qui c'était que ce Janusz Korczak. Janusz Korczak, donc ce pédagogue polonais, qui était au service de l'orphelinat pour enfants juifs qu'il dirigeait en Pologne et qui a refusé de descendre du wagon plombé alors que les Allemands, les nazis, lui proposaient pour les accompagner jusqu'au bout. Et Janusz Korczak disait cela. Je vous remercie.